Bonjour et bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver pour la lecture de ce livre formidable de Grigory Grabovoy, La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 2, deuxième partie. Cette lecture est principalement basée sur les principes fondamentaux de la résurrection. Alors, comme d'habitude, il y a pas mal de choses que vous allez découvrir durant cette lecture. Alors, je vais vous présenter très rapidement quelques éléments que vous allez rencontrer durant cette lecture qui va vraiment vous émerveiller, je vous assure. Grigory Grabovoy nous parle du yoga qui était censé apporter un certain éveil spirituel, mais qui a fini par décevoir pas mal de pratiquants parce qu'au final, là, on ne voit plus que l'aspect corporel, l'aspect pratique sur le corps. Grigory nous explique pourquoi la physique orthodoxe n'est pas vraiment une science exacte et pourquoi nous pensons fermement qu'elle l'est. 3. Grigory nous parle de la condensation de la conscience, qu'à un certain niveau de concentration de notre conscience, à un degré qui dépasse la concentration de la matière, l'homme devient inattaquable, indestructible. Quand il y a une collision entre ton corps physique et un élément de la matière comme un camion, une voiture, un immeuble, c'est cet objet qui est détruit à la place de ton corps physique protégé par ta conscience. Vraiment, c'est important de le dire. C'est pour cela que nous avons taillé un programme dédié au développement de la conscience parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc, nous travaillons tous les jours, tous les matins, régulièrement pour condenser cette conscience progressivement jusqu'à ce qu'elle puisse nous protéger à un certain niveau, que nous puissions contrôler la réalité, matérialiser rapidement dans la réalité physique. Parce que pour moi, sincèrement, c'est le plus important, développer, densifier sa conscience. En quatrième position, Grigory nous donne son avis sur la religion et nous parle de la différence illusionniste entre la religion et la science. Et pour finir, Grigory nous explique comment il a matérialisé un tableau de bord défectueux d'un avion en plein vol qui avait commencé à piquer du nez et permettre ainsi au pilote de récupérer, de reprendre le contrôle sur l'appareil jusqu'à un atterrissage correct sans problème. Voilà un peu ce que vous allez découvrir. Vous voyez donc que c'est une lecture remplie de découvertes, de nouvelles choses à apprendre. Alors, pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche, je vous encourage à cliquer dans la description, soit en haut à gauche, bon, à ma gauche, mais à votre droite, ok? Donc, vous allez trouver un bouton qui va vous amener vers la liste de lecture où vous trouverez l'introduction de ce livre. Je pense que c'est important de commencer depuis le début pour avoir une meilleure compréhension de ce livre qui peut parfois vraiment être difficile à comprendre. Et je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de la lecture. Si vous êtes prêts, si c'est bon, si c'est OK, déposez un verre à côté et on y va pour la lecture. La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité. Grigory Petrovitch Grabovoy. Page 125. Niveau 3. Passons à l'examen des principes du troisième niveau. Du point de vue de la hiérarchie, ces principes se trouvent en quelque sorte plus bas, mais peuvent parfois être plus hauts par rapport aux principes du deuxième niveau. Le lecteur peut se demander pourquoi c'est ainsi, pourquoi les principes se croisent et pourquoi ils sont si nombreux alors qu'on les appelle des principes fondamentaux. C'est une question sérieuse et nous allons l'examiner plus en détail. Imaginons un bâtiment, par exemple celui de l'université de Moscou. Pour en avoir l'impression, il faut marcher tout autour pour le voir de tous les côtés. Il faut aussi entrer à l'intérieur, voir les salles de conférence, les salles de cours, les réfectoires, les chambres du foyer des étudiants, les appartements des professeurs. Cependant, si l'homme est dans un état de conscience plus élevé, il peut, comme nous l'avons dit dans l'introduction, voir tout le bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le bâtiment tout entier, toutes les pièces et leur nombre n'a pas d'importance. Celui qui n'a pas la perception quadridimensionnelle de l'espace devra marcher beaucoup plus pour avoir une idée du bâtiment. En contournant le bâtiment, on peut prendre des photos. Si vous regardez le bâtiment d'un côté, puis en marchant, vous l'observerez de l'autre. Vous verrez certainement l'angle que vous venez de contourner, mais sous un aspect différent. Vous verrez la même chose sur les photos. Le croisement est inévitable. La même chose concerne les principes.
En fait, il existe un seul principe, mais la conscience ordinaire le voit comme multidimensionnel. C'est pourquoi, comme dans l'exemple du bâtiment, il faut le voir de divers côtés. Par conséquent, plusieurs principes se forment. Comme avec le bâtiment, il faut voir plusieurs photos. Tout dépend de l'état de conscience. On peut citer un exemple. Il y a quelque temps, nos citoyens ont commencé à s'intéresser au yoga, surtout au Hatha Yoga. Beaucoup d'entre eux se sont mis à la pratique avec enthousiasme. Puis cet enthousiasme baissa parce qu'ils ne voyaient pas les résultats qu'ils espéraient obtenir. Pourtant, ce résultat est tout à fait logique et la situation ressemble à celle de l'exemple précédent. C'est qu'il n'existe qu'un seul yoga. Il a été créé par des êtres en état de conscience plus élevé. Pour une conscience ordinaire, le yoga est un objet multidimensionnel et il ne peut être perçu qu'en partie. Les diverses facettes du yoga, Y-O-G-A en lettres majuscules, sont le Hatha Yoga, le Raja Yoga, le Bhakti Yoga, le Karma Yoga, le Jnana Yoga. Il y en a d'autres, mais d'une manière générale, ceux-ci peuvent être considérés comme les principaux. Le but du yoga est d'élever l'état de conscience, ce qui constitue l'avancement vers Dieu. Le mot yoga signifie l'union, le lien, l'unification. Le mot définit donc clairement l'objectif, unification avec le Créateur. Si on ne prend qu'un seul aspect du yoga, par exemple l'aspect physique, le Hatha Yoga, sans y ajouter d'éléments clés d'autres facettes du yoga, à savoir l'aspiration spirituelle correcte, Bhakti Yoga, la connaissance correcte, Jnana Yoga, les principes du développement de la conscience, Raja Yoga, et la compréhension de ce qu'est une action correcte et comment elle se réalise, Karma Yoga. Si ces éléments sont absents, le Hatha Yoga se transforme en simple exercice physique, une sorte de gymnastique. Une situation analogue existe presque dans tous les domaines de l'activité humaine. Prenons une des questions fondamentales, la compréhension du monde. Un autre objet multidimensionnel est devant nous, donc on ne voit que certains de ces aspects. Comme nous avons vu dans le yoga, on trouve diverses approches, divers chemins. Le chemin de la religion dans sa forme moderne, le chemin de la science, le chemin de l'art, il y a d'autres approches, mais celles-ci sont essentielles dans la société moderne. Examinons ces approches en détail. Commençons, si vous le voulez bien, avec le chemin de la science. Prenons comme exemple la science physique, une des sciences fondamentales. Le succès de cette science, ce sont ses réalisations, c'est évident. Cependant, à la suite de ces succès, la physique a commencé à être idéalisée. Ses thèses ont été absolutisées et les paroles des scientifiques ont été considérées comme un oracle. Cela nous mène à l'analyse de la science en général. Comment est-elle organisée? Ceux qui ne sont pas des professionnels de la science ont souvent l'idée que la physique est une science exacte, que tout peut être prouvé et qu'on peut croire aux déclarations des scientifiques. En réalité, tout est beaucoup plus compliqué. Le problème principal découle des postulats sur lesquels repose toute la science. Ces postulats ne peuvent pas être prouvés. Si on peut en prouver un, cela signifie qu'il n'est pas principal. Les thèses fondamentales de chaque discipline scientifique sont des postulats sur lesquels se base toute la science. Ce sont des principes ou des lois à partir desquels on peut déduire tout le reste. Ils ne se basent sur rien, ils sont tout simplement proclamés. En tant qu'exemple, prenons la deuxième loi de Newton étudiée à l'école. C'est une des lois à la base de la mécanique classique. Elle constitue une équation qui relie trois choses: la masse d'un objet, la force qui agit sur lui et l'accélération que l'objet a acquise à la suite de l'action de la force. Examinons en bref ces trois notions. Commençons par la masse. Le problème de la masse reste un des problèmes non résolus de la physique moderne. Il est impossible de résoudre complètement ce problème si on ne tient pas compte du fait que tout objet dont la masse est analysée constitue le produit de la conscience collective. Nous le savons, tous les objets sont créés sur la base de la conscience collective, y compris les lois qui, par conséquent, peuvent être changées. Quant à la force, elle caractérise l'interaction des objets. La physique moderne connaît 4 types d'interactions fondamentales: gravitationnelle, électromagnétique et 2 autres liées aux forces nucléaires. En réalité, il existe d'autres types d'interactions. En tant qu'exemple, adressons-nous à l'histoire récente. Après la construction du barrage d'Assoua en Égypte, à la suite du débordement du Nil, certains monuments d'architecture ancienne, notamment des statues de pharaons, devaient se retrouver sous l'eau. C'étaient des statues immenses, faites d'un seul bloc de pierre. Alors, on a découvert que la technique moderne n'était pas capable de les déplacer en entier. Donc, il a fallu les découper en parties. La question se pose, comment procédaient ceux qui les construisaient?
Les prêtres de l'époque savaient comment faire. Ils réunissaient la foule et ils dirigeaient la conscience collective de toute cette foule. Ainsi, le bloc de pierre était déplacé là où il le fallait. Revenons à l'équation de Newton. Il nous reste un élément, l'accélération. Cette notion montre en combien de temps une voiture qui démarre peut atteindre la vitesse souhaitée. L'accélération et la vitesse sont liées à la nécessité de mesurer les distances et le temps. La distance est mesurée entre deux points de l'espace. En fin de compte, les notions de vitesse et d'accélération reviennent aux notions d'espace et de temps. Nous savons déjà que l'espace et le temps sont construits par la conscience. Donc tout ce qui se passe peut être changé par la conscience. Pour comprendre ce que sont l'espace et le temps, il faut posséder un état de conscience plus élevé. Ainsi, dans l'équation fondamentale de la mécanique classique, on trouve de plus en plus d'aspects qui ne sont pas clairs. La même chose concerne les autres domaines de la physique. C'est pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les conclusions des équations fondamentales soient correctes. Il faut être particulièrement prudent avec les déclarations scientifiques concernant l'univers. La réalité physique, donc objective, n'existe pas en tant que telle. Ce que les gens pensent être une réalité objective est, en fait, une manifestation de la conscience collective. La position des savants qui croient en l'existence d'une réalité physique objective peut être expliquée par l'exemple suivant. Imaginez un homme qui regarde une pièce de théâtre. Il suit tous les événements, il peut s'inquiéter pour un personnage, s'exciter, son souffle peut changer. Il peut être tellement impliqué qu'il oubliera tout et commencera à prendre pour réel tout ce qui se passe sur la scène. Pourtant, la réalité est tout autre. Les acteurs peuvent changer de costume et jouer un autre spectacle. Dès leur enfance, les savants regardent une grande pièce de la scène de l'être. Plusieurs d'entre eux s'impliquent tellement qu'ils voient automatiquement le monde comme une réalité objective. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'existence de nombreux problèmes dans la vie des gens. Ils ne comprennent pas qu'en cas de besoin, il faut tout simplement changer le cours d'une pièce ou la remplacer par une autre. En fait, chaque homme tient dans ses mains les clés de son bonheur. Il faut juste comprendre correctement la situation et dire « Sésame, ouvre-toi ». Souvent, ce que nous croyons être un conte, c'est-à-dire quelque chose d'inventé, n'est qu'une belle narration de vérité qui se cache derrière la couverture extérieure de la réalité. Alors, quand je cite comme exemple « Sésame, ouvre-toi », je veux dire tout simplement que cette phrase exprime les connaissances concernant le contrôle de la réalité. Cette pratique de contrôle de la réalité, de contrôle des événements est aujourd'hui à l'ordre du jour. Elle devient actuelle pour nous tous. En ce qui concerne la science pour un savant, même s'il est éminent, si son état de conscience est ordinaire, la réalité se présente autrement que pour un homme dont l'état de conscience est élevé. Je rappelle que la conscience ordinaire voit le monde à travers le prisme du temps et de l'espace tridimensionnel. Et c'est ce modèle qu'utilise la science orthodoxe. Mes explications démontrent que c'est une approche limitée et problématique. C'est sur la base de cette approche qu'ont été créées les armes de destruction massive. Ce n'est donc pas étonnant que la science orthodoxe, notamment la physique, soit aujourd'hui en état de crise. La science cherche la sortie de cette crise, mais pas là où il faut. Pour l'expliquer, je fais une comparaison connue. Imaginez un grand arbre avec beaucoup de feuilles. S'il y a une sécheresse, les feuilles commencent à jaunir, à se dessécher, à se recroqueviller. Si vous voulez avoir des feuilles vertes, pleines de vie, il serait déraisonnable de les défriper ou de les traiter pour les aider. Pour régler le problème, il faut aller ailleurs, faire autre chose. Il faut arroser les racines de l'arbre. Et alors, toutes les feuilles redeviendront vertes et reprendront vie. C'est la même chose pour la science. Il faut s'adresser aux racines. Il faut arroser les racines de l'organisme, changer son état, celui de sa conscience. Votre propre conscience doit contrôler la réalité et cela doit être la base de toute science. Ce support qui est la conscience de la personne permet de neutraliser les technologies destructrices et de protéger réellement l'homme. La perception du monde par l'homme dépend du niveau de sa conscience. Un état plus élevé de la conscience mène à une autre perception, une autre compréhension du monde. La fameuse phrase « la petite connaissance éloigne de Dieu, la grande connaissance fait revenir vers lui » parle de la même chose. J'aimerais attirer votre attention sur un aspect important en lien avec le principe 1.3. Notre conscience perçoit ce qui existe dans notre conscience comme une réalité. Nous savons déjà que tout ce que l'homme voit autour de lui est basé sur la conscience collective. D'où la question suivante. Si le niveau de l'état de conscience d'un homme est bien supérieur par rapport au niveau de conscience collective, quel effet une explosion nucléaire produira-t-elle sur cet homme? Pour répondre à cette question, faisons une comparaison.
Imaginez que vous êtes à la campagne, vous marchez dans un champ ouvert et soudainement une tempête commence. Des nuages couvrent le ciel et la foudre frappe la terre. Si la foudre touche l'homme, ce n'est pas bon pour lui. La situation devient sérieuse. Si à ce moment vous êtes à bord d'un avion qui survole les nuages et que la tempête est au-dessous de vous, vous pouvez, à travers le hublot, surveiller ce qui se passe en bas. Il est encore mieux de regarder la tempête d'une capsule spatiale. De là-haut, on peut voir beaucoup d'autres choses, par exemple un ouragan qui détruit tout sur son chemin. Donc, de la hauteur d'une capsule, on peut voir un ouragan. De la même façon, de la hauteur d'un état de conscience beaucoup plus élevé, on peut voir ce qui se passe dans la conscience collective. Alors, une explosion nucléaire ne pourra plus détruire l'homme qui se trouve à un niveau de conscience élevé, car cet homme est en dehors des tempêtes ordinaires. Il a pris le courant de l'éternité. De tels gens existent et ils seront bientôt beaucoup plus nombreux. On pourrait reprendre la même idée, mais en d'autres mots. Il a déjà été dit qu'il y avait des scientifiques qui croyaient que le monde était dirigé par certaines lois objectives. De ce point de vue, une élévation permanente du niveau de conscience d'un homme signifie que cette croissance, ce dépassement toujours plus grand au niveau de la conscience collective, mène l'homme à se soumettre de moins en moins à ces lois objectives. Par exemple, la lévitation est l'un des exemples les plus simples, c'est-à-dire l'état où la conscience de l'homme surmonte la force d'apaisanteur et permet au corps de voler. Notons que plusieurs ne croient pas à une telle possibilité à cause de la société où, sous l'influence de la science orthodoxe, on a une idée des lois comme de quelque chose qui est fixe, qui est donné une fois pour toutes. Pourtant, en un laps de temps assez court, l'homme peut apprendre à changer la loi de la gravitation et à découvrir par sa propre expérience ce qu'est la lévitation. Si on change la conscience collective dans la matière, cela va changer la loi elle-même. Dans ma pratique de sauvetage, il est très important de ne pas seulement observer et analyser les situations et les lois, mais sur la base du contrôle de la conscience, de changer les lois, les situations, les événements dans le sens voulu pour une personne. Je pense qu'il faut examiner plus en détail le défaut principal surmentionné de la science orthodoxe, à savoir qu'elle ne fait qu'observer les événements et fixer les lois découvertes. Une telle approche s'explique par l'existence de la foi dans le caractère objectif des événements du monde et leur indépendance de l'homme. C'est pourquoi la science se donne pour tâche de découvrir les lois existantes et de les décrire. Prenons un exemple concret. Selon la tradition, à la fin décembre, les éditeurs d'une des principales revues scientifiques, Science, choisissent les 10 découvertes les plus importantes de l'année. Voyons ce qui est le numéro 1 dans la liste de l'année 1998. La conclusion disant que l'univers va s'élargir sans cesse et que la vitesse de cet élargissement va augmenter constitue la plus importante nouvelle de l'année 1998. Nous y voyons l'exemple de la façon dont les savants ont soigneusement mené les expérimentations et, sur cette base, ils ne font que constater le fait découvert. C'est tout. Ceci est considéré comme une grande réussite scientifique. Pourtant, l'approche scientifique doit être tout à fait différente. En fait, dans l'exemple cité, la découverte des scientifiques à savoir que l'univers s'élargit n'est pas tellement importante. La vraie science, c'est-à-dire celle que je propose, se pose des objectifs tout à fait différents et porte un tout autre caractère. Aujourd'hui, on voit l'humanité et le monde entier face à la menace réelle de destruction totale et par conséquent, la science doit tracer le chemin visant à sauver le monde d'une catastrophe globale. C'est pour cette raison que je construis ma science sur des principes visant à obtenir un résultat concret en effectuant des actes créateurs et en contrôlant chacun d'eux. En fin de compte, ma science cherche à atteindre le salut et en même temps à changer la réalité. La vraie science suit le schéma suivant. Possédant la connaissance de l'intuition, elle change tout d'abord la réalité de telle façon que le salut soit réalisé. Quand ceci est fait, on assure la sécurité. Enfin, quand la sécurité est assurée, on définit le cours des événements dans le sens souhaité. Le même schéma est appliqué pour obtenir tout autre résultat favorable. Nous voyons que dans la vraie science, il ne s'agit pas seulement de constater certains faits. Si des systèmes existants ou des thèses ne contribuent pas à l'obtention du résultat nécessaire, il faut les changer, y compris le système des lois. Le critère principal de ma science est l'obtention du résultat souhaité par une voie constructive. Cette science est véridique car on obtient tout d'abord un résultat positif. Par exemple, on sauve ou on ressuscite un homme ou on sauve la société. Et ensuite, sur la base de ce résultat positif, on construit la science qui nous montre comment agir. Pour mieux comprendre cette idée importante, adressons-nous à quelque chose de bien connu.
On sait qu'en musique, il existe une théorie. Pourtant, les chefs-d'œuvre de l'art musical ne sont pas créés sur la base de la théorie musicale. Au contraire, cette théorie se construit sur la base de l'analyse des chefs-d'œuvre composés par des génies. C'est la pratique qui est primaire. Sur la base des meilleurs échantillons de la pratique, la théorie qui est créée peut aider les débutants à faire les premiers pas. Par conséquent, l'élément de base de ma science est la pratique, c'est-à-dire l'obtention du résultat voulu. Comme la caractéristique la plus importante de notre vie est son développement continu, je ne construis pas de système statique, comme le système des lois fixes, immuables. Je construis un système dynamique et flexible qui se base sur les résultats voulus. Si on prend l'exemple submentionné concernant l'univers qui s'élargit tout le temps, la question se pose, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à la suite de cette découverte? Car si on accepte tout simplement l'élargissement accéléré de l'univers comme un fait, comme le font des savants, il est évident que le contrôle de chaque étape de ce processus va s'affaiblir de plus en plus. Je poserai les questions autrement. Comment expliquer cette situation? Comment la présenter de façon à pouvoir arriver à l'acte du salut? Comment transformer la conscience, c'est-à-dire comment faire pour que le mécanisme de la perception du développement mène à ce que chaque acte du monde extérieur soit sous contrôle? Pour répondre à toutes ces questions, il est important de définir une forme de base par laquelle on pourrait gérer tous les processus. Par exemple, on peut prendre mon principe selon lequel il est dit qu'à travers tout élément choisi du monde, on peut gérer n'importe quel autre élément et cet élément choisi peut être spécialement créé à ses fins par votre conscience. Selon ce principe, on peut gérer les processus de tout l'univers et de ce point de vue, ne pas l'examiner comme quelque chose qui s'élargit ou se rétrécit, mais tout simplement comme un système qui se trouve à la même étape, mais qui change de forme ou de conséquence. D'ailleurs, s'il le faut, on doit changer certaines lois, quelles qu'elles soient. Même si l'on ne change pas le sens de la découverte, on pourrait cependant l'interpréter différemment. Tous les éléments entrelacés de l'univers sont des objets d'information. Certes, on peut, comme le fait de la science, trouver un lien concret entre eux. Mais pour diriger ce monde, il ne faut pas l'observer de l'intérieur. Il suffit de partir de sa conscience, d'arriver à la macrostructure et de gérer cette information. L'essentiel est qu'elle soit dans la zone de contrôle, ce qu'on peut toujours assurer. Ma science s'occupe de ces aspects. Ce ne sont pas des aspects d'enregistrement de quelques processus et de leur fixation par des appareils. Ce sont des aspects de contrôle de tous les processus du monde. Les cas concrets de résurrection des personnes citées dans le chapitre 1 constituent des exemples concrets de cette approche. Dans le chapitre 4, nous examinerons des cas de guérison de diverses maladies graves. Tous ces exemples démontrent clairement l'efficacité de la vraie science. Elle ne se limite pas à une simple constatation du fait que l'homme ne soit plus dans notre monde ou bien qu'il ait approché la limite parce qu'il est atteint d'un cancer ou de sida. Sur la base des vraies connaissances du monde et à l'aide des principes du pilotage, la vraie science obtient tout d'abord le résultat voulu, le sauvetage de l'homme. S'il est déjà parti, elle le fait revenir dans notre monde. Ou bien s'il est malade, elle change radicalement le caractère du processus dans son organisme et l'homme se rétablit. Je citerai un autre exemple dans la pratique de ma science. Il s'agit de pronostiquer les tremblements de terre et d'en diminuer leur puissance. Pour pronostiquer les tremblements de terre ainsi que d'autres catastrophes et pour diminuer leur effet, j'ai utilisé la formule de la réalité commune de la synthèse ondulatoire, toute créée sur la base de ma clairvoyance. En me basant sur ces thèses théoriques générales, j'ai élaboré et construit un appareil spécial. Je souligne ce fait parce que je peux pronostiquer les tremblements de terre et en diminuer leur puissance sans appareil. Je n'en ai pas besoin. Comme il s'agit d'une science, il faut créer des appareils que tout le monde pourrait utiliser. C'est pourquoi je parle des essais de mon appareil productible en série. L'essence du fonctionnement de l'appareil et des expérimentations effectuées est la suivante. Tout d'abord, l'appareil permet de prévoir les tremblements de terre. Il localise un futur tremblement de terre et définit sa puissance. Ensuite, il commence à diminuer la puissance du futur tremblement de terre et il le fait aussi longtemps qu'il a des ressources techniques. Quand ces ressources s'épuisent, grâce à cet appareil, on arrête la puissance du futur tremblement de terre au niveau abaissé. Certes, si la ressource de l'appareil est plus grande, le résultat sera plus tangible. Cette méthode a été élaborée à partir de l'information sur des événements passés et futurs. Au total, on a utilisé l'information sur 1000 tremblements de terre qui avaient eu lieu dans le passé. L'information concernant l'avenir a été confirmée.
Je peux citer ici une partie de la lettre envoyée par le dirigeant de l'agence de monitorage et de pronostic du ministère des situations d'urgence de Russie, M. Shakramaya, au président de l'Académie russe des sciences naturelles, l'académicien O. Kuznetsov. Je cite, « L'académicien des sciences naturelles de la Fédération de Russie, Grigory Grabovoy, en utilisant la formule de réalité générale créée par lui ainsi que la théorie de fusion ondulatoire pour le pronostic préventif des tremblements de terre et des catastrophes, a transféré le module cristallisé en forme numérique. En qualité de preuve, comme quoi ce module permet de réaliser un pronostic préventif des tremblements de terre, des données statistiques ont été utilisées sur les tremblements de terre fournis par la mission centrale auprès du service géophysique de l'Académie des sciences naturelles de la Fédération de Russie. Les essais du modèle numérique de l'appareil ont été effectués selon les tremblements de terre antérieurs, par moyen de transfert des paramètres initiaux du modèle avant le début du tremblement de terre, et ultérieur par traitement informatique du plan de terrain électronique et des données d'extrapolation lors de l'observation de la surface de la Terre à partir des satellites. Les données sur 1000 tremblements de terre du passé ont été utilisées durant la période allant du 7 janvier 1901 au 4 juillet 1918. En ce qui concerne les tremblements de terre ultérieurs, en juillet 1999, nous avons reçu la confirmation du pronostic pour toutes les zones où le traitement informatique du plan électronique avait été fait. Dans tous ces cas, nous avons eu la confirmation complète du pronostic. À présent, pour transmettre les paramètres numériques du module cristallisé en forme de microprocesseur qui pourrait fonctionner pendant un laps de temps assez long et sans calcul supplémentaire, il est nécessaire d'effectuer, à partir d'une source physique, le transfert en forme numérique des paramètres d'émission laser. Il n'est pas encore clairement établi comment s'assurer que l'appareil diminue réellement la puissance du tremblement de terre et que sans cet appareil, il serait plus destructif car nous enregistrons tout simplement un tremblement de terre d'une certaine puissance. Cette puissance serait peut-être toujours la même avec ou sans appareil. La réponse à cette question a été obtenue au cours des essais nucléaires souterrains. On peut avoir plusieurs essais utilisant la même charge nucléaire dans les mêmes conditions. Avec l'appareil débranché, on enregistre l'ampleur des destructions. Ensuite, on branche l'appareil et on fait les mêmes essais. On mesure ce qui a changé à la suite du branchement de l'appareil. Les mesures ont été effectuées à une distance d'environ 20 km de l'épicentre de l'explosion. Le résultat de ces expérimentations est vraiment étonnant. Même si on n'utilise qu'un seul appareil, le nombre de destructions diminue de moitié. Si l'appareil est plus sophistiqué et puissant, on peut diminuer la force de destruction de plusieurs fois. Et si on utilise donc plusieurs appareils, on peut réduire cette force à zéro. Donc l'appareil est passé par des épreuves sérieuses et il a confirmé son efficacité de façon particulière. J'ajouterai que lorsque je participais personnellement à ce travail, il n'y avait pratiquement pas de destruction. Au cours des essais nucléaires souterrains, on ajustait l'appareil à la forme et aux dimensions du cristal utilisé. Les graphiques obtenus servaient de base pour les calculs d'expérimentation concernant les tremblements de terre. Maintenant, passons à l'utilisation de l'appareil dans des conditions de tremblement de terre réels. On sait que les ondes liées à la déformation de l'écorce terrestre se déplacent à partir de l'épicentre du tremblement. À une certaine distance de l'épicentre, on peut observer la grandeur de ces déformations. Certes, cette grandeur dépend de la distance et de la puissance du tremblement à l'épicentre. Le début du tremblement de terre peut être enregistré par des appareils ordinaires. S'il y en a eu un quelque part, on peut plus ou moins prédire quelles seront les déformations au point d'observation. Cependant, si après le début du tremblement de terre, on branchait l'appareil au point d'observation, la grandeur des déformations de l'écorce terrestre diminuerait de plusieurs fois à cet endroit. Donc, dans le contexte des tremblements de terre réels, mon appareil a démontré son efficacité particulière. Il y a une autre chose importante. Cet appareil a été créé sur la base de la science nouvelle et pour cette raison, il s'est avéré être si efficace. Ma science accomplit la tâche qui se pose devant elle, à savoir l'obtention du résultat voulu, mais elle n'enregistre pas la forme du processus intermédiaire. Par exemple, si on prend la théorie de la synthèse ondulatoire que j'ai formulée, cette théorie voit tout événement comme le résultat de l'interaction des domaines stationnaires et dynamiques. L'événement est un résultat de l'interaction des phases statiques et dynamiques de la réalité. La théorie de la synthèse ondulatoire est la suite de ma découverte du domaine créateur de l'information. Cette découverte a été enregistrée en 1997 par la Chambre internationale d'enregistrement.
L'essence de cette découverte est la suivante. Dans tout objet d'information, on peut toujours distinguer le domaine de la création de cet objet, qui est la phase statique de la réalité. Quand vous percevez l'objet, la phase dynamique de la réalité se forme et elle crée l'information. De là, tout ce qui existe dans le monde a été créé par la conscience collective, incluant celle du créateur. Donc, en connaissant les lois obtenues de la science, de la conscience du créateur, on peut créer n'importe quel monde et assurer la vie éternelle. L'utilisation de cette découverte donne un critère concret de l'avenir. Cela constitue la base des pronostics. Ma formule de la réalité commune tient compte du fait que chaque personne est liée à tous les objets d'information. Grâce à cette formule, quand l'homme comprend qu'un tremblement de terre peut subvenir et quand il veut diminuer les conséquences possibles de ce cataclysme, le tremblement de terre perd en puissance. La même tâche peut être accomplie par des appareils construits correctement sur la base des lois et liens généraux et du fonctionnement de la conscience de l'homme. En aucun cas de tels appareils ne détruisent. C'est ainsi que dans ma science, chaque objet est lié à tout autre. Tous les liens du monde basés sur la conscience peuvent être représentés par des symboles. Chaque élément, que ce soit un homme, un biosystème, un système général ou tout simplement une formule, travaille pour le même but commun, la construction d'un avenir créateur et sécuritaire. C'est prouvé que dans la vraie science, le mécanisme formel réalisant cette tâche est en même temps un outil de travail qui influence l'état final du problème qu'on résout. Tout ceci se rapporte à l'utilisation de ma science pour examiner n'importe quel phénomène, pas seulement les catastrophes naturelles. Donc, l'essence de ma science est que chacun de ces éléments, y compris un appareil formel, doit changer le monde de telle façon que ce monde soit gérable et ne pose pas de problème. Alors, si on annonce une découverte comme quoi l'univers s'élargit, il doit y avoir, à mon avis, des recommandations relatives à savoir comment assurer pour l'homme la possibilité de contrôler ce phénomène et comment l'utiliser pour le bien de tous. Pour cela, je proposerai une gestion par la réalité statique inchangeable du monde. Il semble que ce n'est qu'un plan informationnel. Pourtant, la lettre que je viens de citer prouve qu'on peut transformer tous les plans informationnels en réalité. La comparaison de ma science à la science orthodoxe aide à mieux comprendre le fait qu'un des critères de la pensée scientifique ne serait pas uniquement la constatation d'un fait isolé, mais l'obtention de résultats d'un tout autre niveau, des résultats qui assureraient le développement constructif de la société, accompagné d'un contrôle total de toutes les étapes de ce développement. Si la vraie conscience avait existé au moment où la radioactivité a été découverte, cette découverte n'aurait jamais abouti à la création d'armes nucléaires. Malheureusement, on peut comparer plusieurs découvertes de la science orthodoxe à un djinn qu'on a laissé sortir de la bouteille. Il devient problématique de le contrôler. Ce n'est pas étonnant. La deuxième loi de Newton que nous avons analysée montre la vraie raison de cette situation. On prend la masse du corps, son accélération et la force. Ensuite, on réunit ces trois unités dans une équation. Mais pourquoi le fait-on? Pour détruire ou pour créer? Ce n'est pas clair du tout. D'ailleurs, cette question ne se pose pas. Ici, on voit nettement l'indice de l'indétermination totale de la caractéristique primaire, ce qui est propre à la science orthodoxe. Toute science est liée aux notions de l'étude et de la réalisation des résultats des recherches. À l'étape des recherches, la vraie science ne doit rien détruire. Rappelons-nous l'exemple de la fleur cité dans l'introduction. À l'étape de la réalisation, elle doit assurer l'amélioration pour tous les aspects du monde. C'est pourquoi on peut formuler l'essence de la vraie science de la façon suivante. Savoir étudier, savoir gérer et savoir réaliser sans ingérence dans l'état de l'objet d'étude et parfois sans aucun contact avec lui. Certes, il existe une telle différence entre les deux sciences, l'orthodoxe et la vraie. Elles doivent utiliser un appareil mathématique très différent. C'est ce qui se passe. Je peux dire tout de suite en quoi se distingue l'appareil de ma science. Toute découverte crée un événement. Par conséquent, la situation change. Ce changement doit se manifester dans les formules. Donc, les formules doivent changer. Ma mathématique change avec le changement de la réalité, mais elle change elle-même cette réalité. C'est pourquoi elle peut assurer le contrôle du résultat à n'importe quelle étape. Dans leur application, les mathématiques ordinaires supposent la connaissance des conditions frontalières et primaires. En fait, elles supposent l'existence de certains renseignements sur l'objet étudié. Ma mathématique peut même agir et mener au résultat voulu dans des conditions où on ne possède aucune information sur l'objet. Cela permet de se sauver même dans les conditions où les propriétés de l'environnement agressif ne sont pas connues.
La cause d'une telle efficacité de ma mathématique consiste en ce qu'elle utilise le principe opératoire de fonctionnement, tout comme l'âme. Nous savons que l'âme prévient et sauve, c'est elle qui régit le monde. Le principe du fonctionnement de la vraie mathématique ressemble à cela. C'est une autre mathématique, elle suit la structure du monde, elle fait partie du monde et c'est pour cela que son élément principal est l'action. L'action qui ne détruit pas, mais qui crée. La différence étonnante entre la science que j'ai présentée et la science orthodoxe peut être expliquée. Vous devinez probablement de quoi il s'agit. Il s'agit de la différence des niveaux de l'état de conscience. Le caractère de la science créée par un scientifique est défini par le niveau de sa conscience. En fait, le mot science ne dit pas grand-chose. Ce qui est important, c'est le niveau de conscience de celui qui crée cette science. Par conséquent, il existe une science qui correspond au niveau de conscience ordinaire. C'est la science orthodoxe. Ensuite, il y a une science tout à fait différente qui correspond à un niveau de conscience plus élevé. Il y a aussi une science qui correspond à un niveau de conscience encore plus élevé et ainsi de suite. Compte tenu de tout cela, on peut dire que la science orthodoxe d'aujourd'hui ne peut pas être autrement. Elle est justement celle qui peut correspondre à un état de conscience ordinaire. L'issue de la crise actuelle de la science et la clé vers le changement qualitatif de son caractère se trouve dans le changement de l'état de conscience des personnes qui la créent. Ce que je viens de dire par rapport à la science, à ses gradations, à ses niveaux, concerne n'importe quelle autre activité de l'homme. De la même façon, il est nécessaire de préciser les mots art ou religion. Tout dépend du niveau de conscience auquel correspond telle ou telle pratique. Passons maintenant au principe de la résurrection. L'analyse de la science que nous venons de faire nous permettra de comprendre certains aspects importants relatifs à ces principes, car les principes de la résurrection sont un ensemble de la vraie science. D'habitude, on comprend les principes comme quelque chose de fixe, d'immuable. Ce n'est pas par hasard. Tout le monde voit l'exemple de la science orthodoxe qui implique des lois fixes, immuables. L'analyse de ces lois et les conséquences qui en découlent sont réalisées à l'aide d'un appareil mathématique immuable comportant des formules fixes. Une telle fixation des thèses clés est inculquée dès l'enfance sur la base de la perception du monde qui est typique pour la conscience ordinaire. Pourtant, nous avons déjà vu que la vraie science ne se limite pas à une simple constatation de la réalité, car la réalité, comme nous le savons, est très variable. Par exemple, je peux matérialiser ou dématérialiser des objets. C'est pourquoi la vraie science utilise un appareil mathématique changeant. Les lois fondamentales peuvent aussi changer. De la même façon, chaque principe de résurrection peut changer avec le temps. Ceci correspond à la caractéristique principale de la vie réelle, son développement continu. On peut retrouver ici d'autres caractéristiques de la vraie science. Les principes appliqués visent à obtenir le résultat voulu. Ceci à condition qu'il n'y ait pas de destruction et qu'il y ait un contrôle total de chaque étape intermédiaire. J'attire votre attention sur le fait que la division des principes en 4 niveaux ainsi que leur répartition sur 4 paragraphes ne doivent pas être considérées de façon statique. L'approche de tout doit être flexible et dynamique. La réalisation de ces principes peut se faire par les personnes, par exemple de telle façon que le principe du 4e paragraphe puisse donner un plus grand résultat que celui du premier paragraphe. Il peut sembler que le principe du premier niveau devrait donner le plus grand résultat, mais en réalité, cela peut être différent. La situation peut être plus complexe. Par exemple, il peut arriver qu'un homme ait lu les principes du 4e paragraphe, mais pas ceux du premier. Tous les principes se trouvent dans le champ informationnel. L'homme peut donc les percevoir indirectement et les connaître. Rappelez-vous ce qui a été dit dans l'introduction par rapport au réseau cosmique. Formellement parlant, les principes du premier paragraphe sont plus importants, mais leur effet sur l'homme est lié aux conditions concrètes, à une situation concrète. Donc c'est leur effet collectif sur l'homme qui compte le plus. Il faut avoir à l'esprit que tous ces principes constituent un organisme vivant. Vous, en tant qu'organisme vivant, pouvez rencontrer des situations dans la vie où la main est plus importante que la tête. Cependant, personne ne niera l'importance de la tête. L'essentiel est donc la répartition générale des principes et leur interaction collective avec l'homme. En fait, ces principes constituent un système d'action visant à résoudre les problèmes de notre vie. Le premier principe de ce paragraphe dit: l'aspiration à la réunion de Dieu et de l'homme dans le cadre de la reconstitution et de la réunification mène à la matérialisation et à la résurrection. Principe 3.1. Ce principe est particulièrement proche du principe 1.2 et du principe de la divinité 1.7.
J'ai déjà dit au début de ce chapitre qu'une nouvelle étape dans le développement de l'homme a commencé. L'ancienne voie de développement liée au refus du corps physique a complètement épuisé ses ressources. Elle ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. L'homme prend une nouvelle voie, celle de non-mort, donc d'immortalité. Cette voie permet de se manifester à son essence, à sa base spirituelle, et on commence à comprendre de plus en plus que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La résurrection, c'est-à-dire la reconstitution de ceux qui sont partis et leur aspiration comme celle des vivants de s'unir au Créateur, reflète la vraie nature humaine. Comme rien d'autre, la résurrection prouve que la vie est basée sur la spiritualité. La concentration par l'homme de sa propre conscience peut mener au changement radical de la structure du monde. Principe 3.2. Ce principe est lié au principe 1.4. Il faut juste noter que le mot concentration est utilisé ici dans deux sens. Le premier est bien connu, surtout pour ceux qui font du yoga ou d'autres pratiques semblables. Certaines disciplines spirituelles expliquent comment, à l'aide de la concentration de la conscience sur un organe du corps, on peut changer l'état de cet organe en lui restituant sa santé. L'autre sens du mot concentration qui est aussi présent ici se définit comme suit. La conscience est une structure qui permet à l'âme de gérer le corps. Dans le sens large du mot, la conscience unit la matière spirituelle et physique. Dans ce contexte, la concentration de la conscience signifie son accumulation réelle. Pour mettre cette idée en évidence, on peut faire une comparaison qui est très approximative avec les ordinateurs. À l'aube de l'ère des ordinateurs, qu'est-ce qu'on utilisait pour faire des calculs? Les premières machines informatiques occupaient plusieurs pièces. L'ordinateur moderne est tellement petit qu'on peut le tenir dans la paume de sa main et pourtant il est beaucoup plus puissant. Il est clair que si un appareil occupait plusieurs pièces et qu'aujourd'hui il se place dans la paume de la main, on peut parler de concentration au sein du volume de cet appareil et de toutes ces structures qui le rendent ordinateur. La même chose avec la conscience. Elle représente, comme nous le savons, une certaine structure. Tant que l'homme se perfectionne, tant qu'il assure sa croissance et son développement spirituel, sa conscience devient de plus en plus concentrée. C'est le deuxième sens du mot concentration utilisé dans la formulation de ce principe. En fait, la concentration de la conscience signifie ici la croissance de la densité de l'information, la croissance de la masse d'information dans une unité de volume. Une telle concentration de la conscience peut avoir de sérieuses conséquences. Au cours du développement de l'homme, quand la concentration de sa conscience arrive à un certain niveau, le volume de celle-ci commence à se soumettre à l'homme. Dans cette situation, la structure du monde change. Ce n'est plus le monde qui détermine la structure de l'homme, mais au contraire, c'est l'homme qui décide. Dès que la concentration de la conscience dépasse celle de la matière, par exemple la machine, l'homme devient inattaquable, indestructible. Les pensées, les paroles et les actions de l'homme seront l'élément principal. Mais en contrepartie, les machines, les immeubles, les planètes et les objets seront secondaires. Ce serait rendu à un autre niveau de l'être. C'est pour cela que je donne mes connaissances, des connaissances nouvelles, afin que les gens puissent passer au pilotage des mondes. Ce sera un niveau d'être tout à fait différent. Il n'y aura pas de décomposition. D'autres processus vont avoir lieu. Ce seront des processus de reconstitution des mondes, c'est-à-dire des processus où l'éternel donne naissance à l'éternel, où le statut de l'éternité sera transféré au statut de l'éternité suivante. Dans ce contexte, on voit apparaître une extra-concentration de la conscience, augmentant considérablement la vitesse d'échange d'informations. Naissent des structures tout à fait nouvelles, celles de la conscience supérieure, de la vie supérieure. À ce niveau, la pensée est l'action et l'action est la pensée. À ce niveau, pour cette structure du monde, pour ces mondes, l'objet et l'action physique et spirituelle sont la même chose. Ce principe parle de ce changement radical de la structure du monde. L'homme peut y arriver par la concentration de sa conscience. Le corps physique est toujours une partie de l'âme. Principe 3.3. On peut considérer l'homme en théorie et en pratique comme une structure de la conscience ayant une enveloppe corporelle. Principe 3.4. La formule du dernier principe a été utilisée dans le paragraphe 1 du chapitre précédent relatant l'histoire de la résurrection de Roussanov. En écoutant ceux qui ont traversé la frontière et qui sont revenus dans notre monde, on peut obtenir des renseignements détaillés sur leurs sentiments au moment de leur mort biologique, après cette mort, et leur vision de notre monde à partir de là-bas.
De cette manière, le secret si bien relativement gardé à la mort biologique cesse d'être un secret grâce à la résurrection et la vérité très simple s'ouvre à nos yeux. Aujourd'hui, alors que ce mystère n'existe plus, on découvre soudainement que la mort n'est pas du tout nécessaire. Elle est même devenue un obstacle pour le développement ultérieur de l'homme. C'est pourquoi l'immortalité est à l'ordre du jour. Si on revient à l'expérience de Roussanov, il décrit de façon détaillée les étapes que la conscience a passées après son départ. Au cours du premier mois, il y a eu une sorte de compression de la conscience. Roussanov a senti que sa conscience entrait dans un point uni quelque part dans la zone de sa tête. Il la ressentait nettement dans ce point. Pendant les 2 ou 3 premières semaines, Roussanov essayait de reconstituer son organisme jusqu'à un niveau de vie ordinaire. Ensuite, sa conscience a commencé à prendre acte de son nouvel état, celui d'un corps en décomposition. En même temps, la conscience voyait nettement comment l'âme partait pour rejoindre la structure de la lumière divine où s'effectuerait la fusion de la conscience avec l'âme. Les étapes qui passent de la conscience après la mort biologique sont très différentes d'une personne à l'autre. C'est un processus purement individuel. Nous savons déjà que cette voie, celle du développement spirituel et du refus du corps physique, appartient au passé. Aujourd'hui, les temps ont changé. Personne ne sait de se déplacer en chariot si on peut prendre une voiture ou un avion. Par rapport à ces 2 principes que nous examinons, on peut dire quelques mots à propos d'une pratique intéressante chez les anciens mages. On peut toujours trouver quelques informations, quoique essentiellement on les trouve dans les contes. Selon ces principes, on peut construire un corps physique autour de l'âme, mais pas forcément un corps humain, mais aussi le corps d'un animal. Les anciens mages maîtrisaient cette technique. Ils pouvaient créer le corps d'un animal et y pénétrer, et par la suite retourner dans leur propre corps. Nous avons lu de telles histoires quand nous étions enfants. Pourtant, afin de réaliser une telle transformation, il faut être capable de traiter rapidement l'information dans la structure de l'esprit. Sur le plan de la création des liens informationnels, aucun objet ne croise un autre objet, y compris lui-même. Le principe de la résurrection de l'homme ou le principe de la reconstitution de tout objet consiste en un croisement de l'information initiale sur l'objet avec celle qui se développe à partir des liens de cause à effet. Principe 3.5. Pour bien comprendre ce principe, il faut comprendre divers aspects du monde au niveau informationnel. Je pense que je vais analyser l'approche informationnelle dans un des livres de cette série. Ici, je donnerai que quelques explications. Ce principe dit qu'en état de conscience ordinaire, l'homme peut ressusciter à condition qu'il intègre l'état initial de sa conscience avec un état plus élevé qu'il aura au moment de la résurrection. Pour un homme en état de conscience ordinaire, au niveau informationnel de l'état initial, aucun objet ne peut croiser un objet extérieur ou lui-même. Il faudra passer à un plus haut niveau de conscience permettant de lier l'information initiale sur l'objet avec l'information déjà modifiée de cet objet. Le croisement des informations assure la résurrection de l'homme ou la reconstitution de n'importe quel objet. Rappelons-nous de l'exemple de la fleur cité dans l'introduction. En état de conscience ordinaire, l'homme ne peut pas comprendre l'essence de la fleur ou de tout autre objet. Il peut regarder la fleur aussi longtemps qu'il le veut, mais il ne pourra pas percer son mystère, celui de son être. Mais en état de conscience plus élevé, l'homme peut s'unir à la fleur. Prenant les termes de ce principe, il pourra croiser la fleur. Quand l'homme s'unit à la fleur et ne se distingue plus d'elle, il comprend l'essence de la fleur, son mystère. La vraie voie vers la compréhension du monde est de faire évoluer l'état de conscience. Les états de conscience plus élevés constituent cette clé d'or qui ouvre les portes du monde et qui mène à la disparition de la destruction. Ici, chaque élément du monde devient éternel. Alors, quand la partie principale de la conscience collective aura atteint ce niveau, la destruction deviendra impossible. Le système des idées spirituelles de celui qui réalise la résurrection constitue le principe de l'organisation de la société des étapes ultérieures de son développement. Principe 3.6. Le principe 2.1 affirme que la résurrection est basée sur la découverte de l'éternel chez l'homme. Par conséquent, celui qui réalise la résurrection a affaire à l'éternité. Donc, à des étapes ultérieures de son développement, la société sera construite sur les principes de l'éternité correspondant aux idées et aux desseins du Créateur. Celui qui ressuscite réalise en pratique ses idées et ses desseins.
Les objets éloignés de la réalité, c'est ce qui est rapproché chez le ressuscité et ce qui est éloigné chez le vivant. Principe 3.7. Tout d'abord, j'aborderai l'essence de ce principe et puis je donnerai une autre information pour mieux le comprendre. Selon ce principe, les mêmes objets, les mêmes faits sont examinés de deux points de vue, celui du vivant et celui du ressuscité. Si on éloigne de plus en plus un objet de vivant en augmentant la distance, il sera de plus en plus éloigné de ce vivant. Mais de toutes les notions liées à l'éloignement, la plus éloignée est celle relative au départ de l'homme qui traverse la frontière. Car si on peut parler de certaines gradations dans la distance, quand la distance augmente, il n'y a plus de gradation pour le vivant lorsque l'homme est parti, décédé. Pourtant, cet éloignement, tel qu'il est perçu par le vivant, devient rapproché pour le ressuscité. C'est ce qui est dit dans cette formulation de principe. D'ailleurs, en examinant la structure des cellules, on peut voir que ce qui est éloigné pour le vivant devient rapproché pour le ressuscité, notamment au cours du premier mois. À l'aide de l'analyse cytologique, on peut découvrir que pendant cette période, la structure des cellules peut être un peu différente. Par exemple, en ce qui concerne la place des éléments de la cellule par rapport à son noyau. Les micro-éléments de la cellule chez le ressuscité peuvent être plus éloignés du noyau. L'orientation de leur structure est différente comparativement aux mêmes caractéristiques chez le vivant. Ayant vu ce qui a été dit, on peut reformuler ce principe. En tant qu'élément de contrôle, le ressuscité a la structure par laquelle il est passé, celle qu'il a acquise par son départ. Mais en réalité, cet élément de contrôle n'est pas efficace. Au contraire, pour exister normalement parmi les vivants, le ressuscité doit accomplir un énorme travail pour reprendre les caractéristiques des vivants et pour redevenir l'un d'eux, et ce, dans tous les sens. On peut voir ce principe sous un autre angle. Du point de vue de l'action et du développement, le ressuscité perçoit la réalité, surtout au début, de telle façon que l'éternité lui semble être une structure mobile, tandis que pour le vivant, l'éternité est une structure absolue. C'est le passage par le départ et le retour qui mène à ce que le ressuscité voit l'éternité comme une structure dynamique et mobile, d'où le problème de l'adaptation au monde des vivants. On voit la nécessité de réaliser correctement divers éléments de perception pour que l'éternité prenne un autre caractère afin d'être statique et absolue. C'est encore une autre formulation de ce principe. Elle est très importante. Reprenons-la de façon laconique. Dans les premiers temps après la résurrection, le ressuscité voit l'éternité comme une structure dynamique. Pour s'adapter aux vivants, il doit revenir à leur perception, celle qui reflète la réalité absolue et pour laquelle l'éternité possède une structure statique. Le ressuscité a une vision déformée de la réalité, car lors de la résurrection, il ne prend qu'un élément de l'image générale, la phase de la résurrection. C'est pourquoi il ne voit qu'un des angles de la statique de l'éternité, de la statique qui est la réalité absolue pour les non-morts et qui reflète pour eux le caractère absolu de l'éternité. Quelque temps après la résurrection, ce principe démontre de grandes différences entre les ressuscités et les vivants. Il indique qu'il faut aider les ressuscités dans leur adaptation. Ce processus d'adaptation ne s'effectue pas seulement sur le plan social. Le regroupement des cellules se fait chez les ressuscités. Leur structure change un peu. Certains atomes prennent une place dans la structure. À la suite de ces processus, les éléments d'éloignement des vivants dont j'ai parlé s'effacent peu à peu et ils perdent leur importance pour le développement du ressuscité. C'est pourquoi il faut apprendre aux ressuscités des méthodes de concentration pour que ces processus soient plus efficaces dans l'organisme. Maintenant, on peut donner une autre formulation de ce principe. Le ressuscité a la structure de la conscience qui a été formée, notamment par le départ. Par conséquent, il a besoin d'adapter cette nouvelle structure à celle de la conscience des vivants afin que, dans quelque temps, leur structure ne soit plus différente l'une de l'autre. Le ressuscité absolutise l'espace et détaille le temps. Au début, le temps est distrait pour lui, tandis que pour le vivant, il est continu. Principe 3.8. Dans quel sens le ressuscité absolutise-t-il l'espace ? Il l'absolutise en tant qu'une structure sur la base de laquelle tout pourra arriver, par exemple la décomposition du corps ou sa régénération. Le fait de rendre absolu l'espace chez le ressuscité est également lié à l'attachement à un endroit que nous avons déjà examiné. Le vivant n'absolutise pas l'espace parce qu'il n'a jamais été attaché à un endroit. Et comme il n'a jamais eu de tel attachement, il n'a pas pu le relier à la structure éternelle.
C'est différent pour le ressuscité. Pendant un certain temps, il a été attaché à l'espace dans un point. Ce secteur concret était pour lui une structure de l'éternité. C'est pourquoi l'étape pendant laquelle il a été parti absolutise pour lui l'espace comme une structure de l'éternité, quoique en réalité, ce ne soit pas du tout comme cela. Nous savons qu'on peut contrôler l'espace à l'aide d'une impulsion de la pensée. On peut même le changer complètement à travers la conscience collective. Le ressuscité comprend que l'espace est transformable pour lui et c'est tout à fait naturel parce qu'il vient d'être transformé lui-même. Cependant, au début, celui qui est disparu et celui qui est retourné absolutisent l'espace, c'est-à-dire qu'ils attribuent les mêmes propriétés à l'espace pour le processus de la perception. La conséquence pratique en est qu'on peut ressusciter l'homme dans n'importe quel endroit de l'espace, là où vous voulez et indépendamment du temps. Une telle perception de l'espace est conservée dans la conscience du ressuscité, mais peu à peu, il cesse d'y faire attention car il considère cela comme un facteur insignifiant. Au début, dans quel sens le ressuscité détaille-t-il le temps? Chaque élément du monde se trouve pour lui dans un temps différent. On peut le comprendre en observant le processus du rassemblement du corps. Lors de la résurrection, le corps s'est reconstruit au niveau cellulaire. Chaque cellule a été reconstituée à des moments différents. Le décalage de temps pouvait être minime, mais différentes cellules étaient reconstituées différemment. Ce cas est différent de celui où l'homme est né de façon ordinaire. Lors de la naissance, l'organisme se forme aussi, mais de façon monolithique, synchronisée. Il n'y a pas l'asynchronisme qui se manifeste au cours de la résurrection quand certaines cellules apparaissent plus rapidement, d'autres plus lentement, et l'homme le ressent. Pour lui, le temps semble différent pour divers objets. Si par exemple il voit une plante devant lui, il peut croire que pour cette plante, le temps passe plus vite que pour un autre objet. Pour le ressuscité, la spécification du temps est liée à ce que le temps, au début, passe pour lui différemment dans des objets ou des processus différents. De là, le temps semble être pour le ressuscité discontinu, l'un ici, l'autre là-bas. C'est pourquoi le temps est une variable discrète pour lui au début. Donc, le caractère discret du temps se présente comme un des aspects de sa spécification. Ce caractère discret du temps ou sa spécification, en général, se rapporte au problème de la perception. Il est logiquement clair qu'on peut percevoir le monde de façon très distincte. La conscience du ressuscité est passée par l'étape où il y a tous les points de vue, où le temps peut être discontinu et incessant. Au début, quand le ressuscité voit que le temps varie d'un phénomène à un autre, en fait, il voit tout simplement l'image numérique du monde. Une formation spécialisée peut aider le ressuscité à reprendre très rapidement la perception du temps comme celle des vivants en 2 semaines maximum. Le caractère discret du temps se manifeste surtout quand le corps de l'homme renaît de ses cendres. Dans ce cas, le corps est décomposé en petites particules de cendres et cette cendre peut être dispersée sur un grand territoire. Des particules peuvent se retrouver dans des conditions tout à fait différentes. À leur tour, les particules de cendre sont décomposées en micro-éléments. Les particules dispersées acquièrent une sorte de conscience collective qui contrôle chaque élément des cendres et chaque élément a son cours dans le temps. Dans ce cas, c'est comme si l'homme était dispersé, car toutes ces particules sont dispersées. Pourtant, même dans cet état, il comprend bien qu'il est toujours la même âme, la même conscience, la même personne et que la résurrection suivra. Car l'âme a besoin de ressusciter le corps et d'obtenir ainsi des capacités supplémentaires afin de procéder à un développement plus rapide. Si l'homme est malade, il n'est pas en forme. Il ne se sent pas bien puisque la maladie est une déviation de la norme. Le parti comprend aussi qu'en état dispersé, il est loin de la norme. Donc, il essaie de reprendre la norme, son statut naturel. En comparaison avec le parti, le vivant est en état beaucoup plus avantageux. Il n'a pas besoin de rassembler quelque chose. Il peut consacrer toutes ses forces et son temps à des choses importantes. En plus, possédant un corps physique, il a des capacités supplémentaires. Par exemple, il peut téléphoner à quelqu'un tandis que le parti est dépourvu de cette possibilité. Il faut comprendre nettement qu'il n'y a rien de bon derrière la frontière et qu'il faudra de toute façon recomposer le corps. Il n'est donc pas nécessaire de perdre son temps. La voie de la réincarnation pour les partis s'en va de plus en plus vers le passé. Aujourd'hui, la résurrection devient la voie principale. De toute façon, la résurrection concernera tous les partis. Actuellement, les conditions sont devenues plus strictes.
Il y a une autre variante du développement des événements. Quand le nombre de ressuscités atteindra une limite, soit une sorte de masse nominale, tous les autres seront aussi ressuscités. Ce processus de résurrection est en train de s'effectuer. Je pense qu'il faut rappeler que la perception de l'espace et du temps dépend du niveau de l'état de conscience, du niveau de l'esprit. Si l'homme n'est pas illuminé, il perçoit l'espace et le temps du moment présent. Mais si l'homme est passé au niveau de la conscience supérieure, il peut percevoir le monde à l'aide de la clairvoyance. Alors, il peut voir différents espaces et temps, ou bien un autre type d'espace et un autre temps, notamment l'absence du temps. Donc, les notions de l'espace et du temps sont individuelles pour chacun et tout dépend du niveau de l'état de conscience. Principe de l'autonomie du fonctionnement de l'information dans les temps différents. Principe 3.9. Tout d'abord, il faut dire que l'autonomie signifie ici l'indépendance. Ce principe dit que l'information du passé, du présent et de l'avenir, ou tout simplement le passé, le présent et l'avenir, en tant qu'éléments séparés, sont indépendants l'un de l'autre, indépendants de l'impulsion instantanée de la conscience de celui qui ressuscite ou du point de vue de celui qui est ressuscité. Examinons ce principe. Lorsque quelqu'un veut ressusciter un homme et donne une impulsion de sa conscience pour la résurrection, il doit introduire dans cette impulsion certains éléments d'information par rapport au passé, au présent et à l'avenir. Le passé doit être pris en compte, le présent doit être formé et l'avenir doit être orienté vers la technique. Dans cette situation concrète, comment assurer la résurrection? Que faire pour cela? Les volumes d'informations du passé, du présent et de l'avenir existent de façon indépendante. Ils ont différentes structures et orientations. Certes, il y a des liens entre ces volumes d'informations et pourtant ils existent de façon autonome dans des temps différents. Quand ces trois systèmes autonomes se réunissent, un certain principe de trinité se réalise et le système de lien entre le ressuscité, le monde intérieur et le monde extérieur se forme. C'est un de ces angles de ce principe de l'autonomie du fonctionnement de l'information en différents temps. Un autre angle, un autre côté de ce principe signifie que dans la résurrection, chaque élément d'information peut avoir une portée autonome. Par exemple, un homme existe au passé jusqu'au moment de son départ. La phase de départ est une zone autonome, indépendante des autres. C'est pourquoi on peut retirer sans problème la phase de départ. Dans le chapitre 1, nous avons déjà vu l'application de ce principe dans l'exemple de la résurrection de Valentin. Quoique cet événement et ce principe y soient présentés en langage un peu différent, on parlait de la déformation de l'événement, mais son sens reste le même. Donc, le principe de l'autonomie du fonctionnement de l'information dans différents temps se définit comme suit. Chaque élément d'information en conformité avec l'organisation du monde fonctionne de façon indépendante. Autrement dit, il fonctionne d'après ses propres lois dans chaque temps. C'est-à-dire l'élément du temps est l'élément de la structure de l'information. Donc ici, le temps est considéré comme une forme structurelle de l'information. D'ailleurs, avec une approche plus profonde, on peut montrer que le ressuscité est aussi vivant au passé que dans l'avenir et l'on peut aussi montrer ce qu'il faut faire pour la réalisation pratique de cette thèse. L'éternité de la vie découle de la réunification du temps dans sa globalité, dans le moment présent, et au contraire, à partir du moment présent, il est possible d'obtenir tout le passé et l'avenir, donc la vie éternelle. Selon ce principe, on peut assurer la résurrection si on enlève simplement le point du départ et qu'on attribue par la suite des caractéristiques autonomes à l'impulsion de la conscience, c'est-à-dire des formes finies pour le passé, le présent et l'avenir. Pour le passé, ce sera la prise en considération des circonstances concrètes pour un homme concret. Pour le présent, la technique utilisée pour la résurrection, les actions de celui qui ressuscite et la réaction du ressuscité. Et enfin, pour l'avenir, ce sera la formation de l'avenir dans le sens voulu en fonction de la situation concrète. L'orientation de la vraie religion vise à contribuer au développement créateur de l'âme, du corps et de la société. Principe 3.10. Après avoir examiné les problèmes de la science, passons maintenant à ceux de la religion. La compréhension du monde présente certaines difficultés pour un homme en état de conscience ordinaire. Pour lui, cette tâche se présente comme multidimensionnelle. C'est pourquoi la conscience ne peut pas entièrement la saisir. Alors, il faut prendre des aspects isolés, comme dans l'exemple avec le bâtiment principal de l'université de Moscou ou avec le yoga. Alors, ces approches, ces voies, ces aspects isolés constituent la voie de la religion.
celle de la science, de l'art et bien d'autres. Il est évident que cette division en voies séparées est artificielle, que c'est une mesure forcée car tout le monde n'a pas encore atteint un état de conscience plus élevé, là où une telle division n'existe pas. Il n'y a qu'un tout. Plus le niveau de conscience de l'homme s'élève, plus la différence entre la science et la religion disparaît. Actuellement, on essaie d'assurer un lien plus étroit entre la science et la religion. On organise des conférences auxquelles participent ensemble les scientifiques ainsi que des représentants de l'Église et à la suite de ces conférences, des ouvrages sont publiés. Cependant, la base des différences se trouve dans l'état de conscience. Il suffit de monter au plus haut niveau de conscience et ce problème de l'incompréhension mutuelle commencera à disparaître. Car si on peut l'exprimer de cette façon, la science commencera à devenir plus religieuse et la religion plus scientifique. Au sommet, il n'y aura plus de différence. En parlant de la religion et de la science, je vais m'orienter ici vers des niveaux de conscience plus élevés parmi les plus proches. C'est pourquoi une certaine différence entre ces deux approches restera, mais elle ne sera pas aussi grande. Le mot religion a des racines anciennes. Il provient du mot qui, pour la conscience, se compare au mot réalité. La religion est donc une science de la réalité. Vous voyez que le mot science apparaît déjà près du mot religion et on voit qu'il se rapproche. Si on caractérise brièvement l'essence de la science, on peut dire que la science est la gestion de la réalité. Certes, il s'agit de la vraie religion et de la vraie science que je propose. La religion est une science de la réalité. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord préciser les déviations de la réalité et les notions erronées sur la réalité qui sont liées à la religion. Ma religion n'accepte pas une attitude passive envers la vie. Surtout, elle n'accepte pas cette idée erronée que, durant toute la vie sur Terre, il ne faut que se préparer à une certaine vie réelle. C'est une idée complètement fausse. Elle a déjà causé une grande nuisance et elle continue à priver la vie de ses meilleurs attributs et à lui enlever sa vraie importance. De telles idées n'ont rien en commun avec ce que disait le Christ, ce qu'il enseignait. Le Christ parlait en parabole. Tout le monde n'a pas pu comprendre le sens réel de ses paroles. Il ne proposait pas de renoncer à cette vie, à la vie ici-bas, mais à la vie en état de conscience ordinaire, car on ne peut pas dire que cette vie est la vraie vie au sens divin. Le Christ proposait donc de se réveiller de cet état de rêve et d'entrer au royaume de Dieu dans l'éternité. Il est évident que par sa résurrection, Jésus-Christ appelait à une vie éternelle dans un corps physique. Pour Jésus, le royaume de Dieu était l'état de conscience plus élevé, le royaume de Dieu au sein de nous. Appelant à renoncer à tout pour arriver au royaume de Dieu, le Christ appelait ainsi l'homme à atteindre des états de conscience plus élevés. En outre, il appelait au développement de l'homme, à la réalisation de son essence divine, ce qui aurait permis à l'homme de commencer enfin à vivre vraiment, à vivre dans ce monde et dans ce corps physique, à vivre ici et maintenant. En conformité avec le vrai sens de la vie, l'appel à vivre ici et maintenant suppose une gestion consciente des événements dans n'importe quel temps. Une grande nuisance de l'orientation et la préparation d'une vie meilleure consiste aussi en ce que l'homme croit faussement que la vie commencera plus tard et que maintenant il ne faut que se préparer pour elle. Une telle vision des choses empêche l'homme d'apprécier le moment présent qui signifie la vraie vie. Vivre ici et maintenant est une notion d'importance capitale. En vivant chaque instant de la vie, on peut ressentir son essence, prendre le goût de vivre. C'est seulement de cette façon que l'homme s'ouvre à la vraie vie. Ma religion définit son orientation pratique qui vise à obtenir un résultat concret, à assurer le développement créateur de l'âme, du corps et de la société. C'est pourquoi l'adepte de ma religion construit sa vie et aide les autres à construire la leur sur la base d'un élément créateur qui reflète les lois réelles du monde. Ainsi, par son travail, il reflète et réalise au maximum l'idée du créateur. Il est aussi important d'assurer l'interaction de diverses personnes et de groupes pour réaliser un échange permanent des technologies du développement créateur. D'habitude, dans chaque société, il y a ceux qui, par leurs efforts réunis, peuvent guider le développement de la société, former le développement créateur de la société et assurer le perfectionnement des technologies respectives. L'union de ces personnes pourrait être appelée le groupe de direction ou le groupe de leaders ou le centre. La communication entre des personnes à part avec le groupe de direction joue un rôle considérable dans ma religion. Par exemple, si quelqu'un a découvert une technique utile, elle doit tout de suite être mise au centre et devenir le bien de tous, ce qui contribuera au développement plus accentué de toute la société et à l'avancement collectif.
La vraie religion démontre ce qui est commun pour tous, pour des personnes, pour le groupe de direction, pour la société en entier. Chaque action dans le monde se reflète simultanément en chacun de nous. L'action reflète aussi la technologie de la création. J'ai déjà mentionné l'orientation pratique de ma religion. La religion en tant que science de la réalité doit refléter de façon adéquate le monde environnant. Elle doit s'occuper des problèmes d'importance vitale, en premier lieu de ceux dont la solution ne peut pas attendre. Le plus grave des problèmes aujourd'hui est la menace de la destruction globale. C'est pourquoi la tâche principale de la religion est à présent le développement des technologies visant à prévenir une catastrophe globale. Un tel comportement sera le reflet de la réalité, car tous les êtres créés par Dieu pour vivre et se développer, surtout ceux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ont le droit à la vie et au libre développement. Avec une telle menace de destruction globale, la première impulsion de chaque être doit naturellement être envoyée au Créateur. Cette impulsion doit en pratique s'orienter toujours vers la nécessité de réaliser le droit à la vie que le Créateur nous a donné. Et il faut entreprendre diverses actions visant le salut global. Ma religion offre les actions et la foi directe. Cette dernière implique le retour au Créateur par l'intermédiaire des techniques concrètes visant à supporter et à développer la vie. En même temps, on retrouve des actions orientées vers l'intérieur de soi, vers les profondeurs qui conservent l'expérience accumulée, là où on peut recevoir une instruction directe de Dieu pour savoir comment agir dans telle ou telle situation. Par conséquent, la vraie religion réunit l'action intérieure et celle réalisée à l'extérieur, ce qui assure le développement créateur infini. Car nous savons que le monde extérieur est construit sur la base de la conscience et la conscience est une structure qui réunit le spirituel et le physique. Alors, quand une action vient de l'intérieur, du centre, d'une source, dans l'âme même, cette action devient en fait un acte divin. Autrement dit, l'action extérieure doit avoir lieu en même temps que l'homme prend conscience de lui-même, de cette action et de toute la situation. Je parle toujours de la même chose, mais en termes différents. Le progrès de l'homme dépend de son niveau de conscience et la vraie religion aide à y parvenir. La vraie religion affirme qu'il faut être conscient de soi-même et de ses actions. Que signifie être conscient? Imaginez que quelqu'un était chez lui et écrivait quelque chose quand on l'a appelé et à cause d'un incident quelconque, qu'on lui ait demandé de se rendre rapidement quelque part. Après être retourné à la maison, cet homme veut continuer à écrire, mais il ne trouve plus son stylo, ni près du fauteuil où il était assis, avant l'appel téléphonique, ni sur la table près du téléphone. Il ne sait pas où est son stylo. Il ne peut pas se rappeler où il l'a mis à la hâte. Cela signifie justement qu'il a posé le stylo de façon inconsciente. Il ne prenait pas acte de lui-même et de ses actions à ce moment précis. Une telle situation nous est bien connue, nous y faisons face assez souvent. Si nous apprenons à nous rendre compte de chaque action, nous arriverons ainsi à développer notre conscience. Comme nous le savons, l'avancement vers des états de conscience de plus en plus élevés est le chemin qui mène vers Dieu. En pratique, le monde est organisé comme une structure de la conscience manifeste, de la conscience de l'être suprême, de Dieu. Dieu a créé le monde à son image. Et comme Dieu est éternel, il a ainsi créé le monde pour que chacun de ses éléments soit éternel. De cette manière, Dieu réalise son plan. Sa vie éternelle exprime l'éternité à travers les êtres qu'il a créés. Alors, l'adepte de ma religion doit aspirer à la vie éternelle dans son corps physique, car il reflètera ainsi l'essence de Dieu. Cependant, il ne faut pas penser que l'homme ne doit travailler que sur lui-même. Le développement des gens doit être transmis à tous les êtres, par exemple les lions, pour qu'ils puissent également se développer simultanément vers l'éternité. Donc la tâche de chaque croyant, de chaque adepte de ma religion consiste à assurer le développement infini de chaque élément du plan créateur. Chaque élément signifie les animaux, les oiseaux, les insectes, les habitants des mers, les arbres, les fleurs, les herbes, toutes les plantes et en règle générale, tous les objets du monde. Enfin, chaque élément contribue à la conscience collective. Vu le fait que le Créateur a posé la vie éternelle et le développement éternel à la base même du monde, il devient évident que tout ce qui contribue à la destruction n'est pas le véritable plan de Dieu. Il faut se développer autrement. Il ne doit pas rester de la place dans la société pour de telles choses comme les armes nucléaires. C'est pourquoi il faut transformer la vie des gens sur une base spirituelle. Et la vraie religion, en tant qu'une science de la réalité, montre cette voie à tous. L'élévation du niveau de conscience est primordiale pour l'homme.
La volonté de se connaître et de comprendre ses actions y contribue. Il faut pratiquer ces actions chaque jour. L'essence de ma religion est une attitude juste, correcte en tout, en conformité avec l'idée du Créateur. Cette attitude correcte permettra de transformer n'importe quel processus, même dangereux, en quelque chose d'utile et de créatif. Une place importante dans ma religion est réservée à la technologie. Technologie de l'immortalité, celle du transfert de connaissances aux autres, technologie de transformation de tout processus en création et enfin, technologie de notre pensée, de celle qui fait réfléchir en s'appuyant sur la vie éternelle, de tous les éléments du monde, de leur développement éternel. Ma religion est technologiquement justifiée par le niveau existant du développement. Dans le chapitre 4, je parlerai des appareils qui sont élaborés pour réaliser les technologies de résurrection ou pour reconstituer des organes perdus. La résurrection est la base la plus réelle, la plus pragmatique, la plus raisonnable et la plus démonstrative pour le développement ultérieur et pour le développement de la pensée des générations futures. Principe 3.11. Ce principe est évident, donc je ne dirai que quelques mots sur le rôle de la résurrection pour les générations futures. Commençons par l'explication de certains termes. L'intellect. L'intellect est une structure qui généralise les réactions de la conscience, du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est un système de leur croisement informationnel ou réel sur le plan de la perception. Le mot croisement que j'utilise laisse comprendre comment ces réactions se présenteraient si on les regardait de côté. Il faut aussi savoir que la conscience, le corps, l'esprit et l'âme existent dans la perception au niveau de leurs actions. Actions visant la perception et celui qui perçoit. Quand l'intellect est-il harmonieux? Quand l'âme, l'esprit, le corps et la conscience, auxquels il faut ajouter des éléments de la réalité, sont tous en harmonie entre eux. L'intellect harmonieux est un vrai intellect. On peut l'appeler également l'intellect du développement ou l'intellect de la personnalité. En utilisant une expression plus laconique, l'intellect est une structure de la personne qui voit les liens au sein du phénomène et qui voit le lien de ce phénomène avec tous les autres phénomènes du monde. L'intelligence. L'intelligence est un moyen de réaction à une information, à une action extérieure. On peut ainsi étendre la notion d'intelligence à tout objet, mais nous allons parler de l'intelligence de l'homme. Il me semble que le plus intéressant serait d'examiner les caractéristiques de l'intelligence en développement. Au cours de la résurrection, l'intelligence se forme à partir des cellules. La formation de l'intelligence se fait sûrement sur la base de l'âme. On met dans l'intelligence l'information sur la création de chaque élément de la cellule, de chaque micro-élément, atome, noyau et des éléments de niveau encore plus profond. L'intelligence peut servir de caractéristique de l'objet. Par exemple, si on essaie de piquer la cellule et si elle résiste, on peut dire que c'est une cellule intelligente par rapport à celle qui résiste moins ou qui ne résiste pas du tout. L'intelligence réunit l'âme, l'esprit, la conscience et le corps. L'intelligence reconnaît et réunit les objets à partir de leur mode de réaction. Il faut noter que le problème de la résurrection est en grande partie le problème de l'intelligence. Si l'intelligence est suffisamment développée, la résurrection ne lui semble pas être quelque chose d'inhabituel. Elle trouve ce phénomène naturel. De même pour l'immortalité. Si l'homme considère que l'immortalité est un état normal, cela veut dire que l'intelligence de cet homme est bien développée. On pourrait même dire que son intelligence reflète l'éternité et le Créateur. Ci-dessus, l'intelligence a été définie comme une structure qui réunit divers éléments à partir de la technologie de leur réaction. Cependant, l'intelligence est aussi une structure organisatrice permettant d'atteindre des objectifs. L'intelligence peut être considérée comme un mécanisme de réalisation, de la résurrection, de l'immortalité, etc. La connaissance. La connaissance est un passage de la conscience vers l'âme, puis de l'âme vers la conscience. C'est aussi la conséquence de ce passage. Précisons, il existe un élément dans la conscience qui visite périodiquement les trésors de l'âme, qui y puise l'information et qui revient, pour ainsi dire, plus illuminé. Par conséquent, la conscience accumule des connaissances. Autrement dit, la structure de la conscience se transforme à la suite de son contact avec l'âme. Alors, la connaissance est ce qui résulte de ce contact. Ou encore, la connaissance est un contact de la conscience avec l'âme. Les connaissances peuvent s'accumuler grâce à la lecture. Cependant, il faut avoir à l'esprit que selon la loi des liens généraux, ce qui a été lu avait déjà existé dans l'âme. La même chose concerne tous les autres moyens d'obtention des connaissances.
J'ajouterai que la clairvoyance se base sur la perception directe des connaissances qui se trouvent dans l'âme. L'âme contrôle les connaissances. Le statut de la gestion appartient à l'âme. Une fois les connaissances acquises, c'est l'intelligence qui s'occupe de leur réalisation. On peut illustrer cette thèse comme suit. Imaginez un grand réservoir. On peut comparer ce réservoir à l'intelligence. Le réservoir, c'est-à-dire l'intelligence, contient des connaissances. L'intelligence gère la sortie des connaissances hors du réservoir. Il faut aussi noter le rôle spécifique des connaissances chez le ressuscité. Au cours de la résurrection, sa connaissance se forme au cours du processus de l'enregistrement de tout ce qui se passe, en quelque sorte, à la suite du traitement des événements en cours. Alors, à la période initiale, c'est la connaissance ou comment le monde se présente dans la perception qui devient pour le ressuscité le critère du développement du monde. C'est une des distinctions du ressuscité par rapport au vivant. Après sa naissance, le vivant est immédiatement lié à toute la réalité. Le ressuscité s'est trouvé pendant quelque temps dans un autre état. Il a vécu sans un corps physique. Alors, quand son corps se forme et quand sa connaissance sur le monde apparaît, à la suite de l'enregistrement des processus en cours, cette connaissance devient un élément intermédiaire du lien entre son rétablissement et la réalité extérieure. C'est pourquoi, à l'étape initiale, c'est la connaissance qui lui sert de critère du monde entier en développement. Lors de la résurrection, la connaissance représente également un mécanisme. J'utilise cette thèse dans les appareils technologiques que j'ai élaborés pour la résurrection des personnes et pour la reconstitution des organes et des tissus. L'idée est la suivante. D'une part, l'appareil envoie l'information nécessaire, de l'autre, le ressuscité la perçoit comme la réalité. Le croisement de ces deux côtés est assuré par un mécanisme intermédiaire, celui de la connaissance. Quand on utilise la clairvoyance, la vitesse de la résurrection augmente de beaucoup. La résurrection peut même être instantanée. L'objectif de construction d'appareils techniques pour ressusciter les gens est celui de former une telle conscience collective qui permettra à chacun d'effectuer la résurrection sur la base de sa propre spiritualité. Certes, il y a aussi des aspects techniques. Par exemple, il vaut mieux transférer l'information au ressuscité petit à petit, surtout dans les premières heures pour qu'il puisse se rétablir pas à pas. C'est important de donner l'information par portion, car cette information, cette connaissance sert pour le ressuscité de critère de la réalité à travers lequel le ressuscité interagit avec elle. Le passage au critère de la réalité utilisé par les vivants prend d'habitude 1 mois ou plus rarement 1 mois et demi à 2 mois. Quand cette période de transition est terminée, ce ne sont plus les connaissances, mais c'est la réalité même qui lui sert de critère du monde. La pensée. La pensée est une information qui sert de lien entre la conscience, l'esprit et le corps. La pensée est organisée par l'âme. Le rapport entre ces notions se voit mieux dans l'ensemble de l'analogie suivante. Imaginons une cascade. L'eau coule vers le bas à cause de la force de la pesanteur. On peut comparer cette force à l'esprit et l'eau à la conscience. Le corps correspond au lit du fleuve et l'âme correspond à ce qui a créé tout cela. La terre, la pesanteur et l'eau. L'âme participe à la création directement et par l'intermédiaire de la pensée. On peut dire que la pensée est liée à toute la structure du monde et elle signifie une action concrète de l'homme dans cette structure générale. Le sentiment. Le sentiment est une manifestation de l'âme dans la dynamique de l'esprit, notamment dans la partie où l'esprit est lié à la conscience et au corps. Quand l'âme organise le corps, le sentiment lui sert de base. C'est pourquoi on dit que le sentiment provient du corps. Examinons la différence entre le sentiment et la pensée. Au contact avec la réalité, le sentiment perçoit l'information plus vite que la pensée. C'est pourquoi l'homme peut souvent dire ou faire quelque chose et seulement plus tard il comprendra qu'il n'aurait jamais dû agir ainsi. Une autre différence est la suivante. Quand l'homme est en train de réfléchir, c'est le sentiment qui contrôle. Et quand il ressent quelque chose, c'est la pensée qui commence à diriger. Il s'agit ici de la maîtrise de la réalité. Nous voyons que la pensée et le sentiment peuvent changer de place. Lorsque la pensée fonctionne pour accomplir la gestion, le sentiment peut se développer. La pensée et le sentiment peuvent être dans le même espace, mais il est impossible qu'ils se trouvent en même temps en phase de gestion. Il n'y a que quelques cas particuliers qui peuvent faire exception à cette règle, à savoir quand le fœtus est conçu et quand il se développe, quand une cellule est guérie, quand une maladie est guérie ou quand la résurrection s'effectue. Dans de tels cas particuliers, la pensée et le sentiment peuvent être réunis et alors ils peuvent être en phase.
Encore une différence importante entre la pensée et le sentiment. Imaginez qu'un homme fait face à un phénomène. Certes, il a des pensées et des sentiments par rapport à ce phénomène, mais ils se forment différemment. La pensée est formée par la conscience sur la base de toute l'information sur le monde intérieur et extérieur relative à ce phénomène. Le sentiment envers ce phénomène est aussi formé par la conscience, mais différemment. Dans ce processus, la conscience ressent le corps, passe par le corps, utilise l'information du corps. Et c'est dans cette interaction totale avec le corps que la conscience forme le sentiment. Il y a d'autres différences, encore plus subtiles, mais dans ce livre, je n'en parlerai pas. Et maintenant, à propos de ce qui est commun pour la pensée et le sentiment. Les sentiments et les pensées déterminent l'ordre des actions dans la structure de la conscience. On peut parler de l'existence d'un certain ordre dans les processus de la conscience qui se développent selon ces lois. Quant aux pensées et sentiments, ils contrôlent et déterminent cet ordre. Pour le comprendre, observons le travail d'un architecte. Sans rentrer dans les détails, imaginons qu'en faisant un croquis, on ne fait pas attention à des petits éléments et qu'on ne dessine que l'essentiel. On pourrait dire dans les grandes lignes que les pensées de l'architecte définissent l'esquisse du bâtiment et les sentiments peuvent évaluer cette esquisse du point de vue de l'harmonie et peuvent aussi se manifester dans le désir de l'architecte d'aller s'offrir un dîner ou prendre un thé après le travail. Par conséquent, les pensées et les sentiments peuvent accomplir la même action, soit celle de déterminer l'ordre des actions dans la structure de la conscience. On peut citer un autre exemple intéressant où les pensées et les sentiments se recoupent. C'est la réaction d'un objet extérieur à l'homme, par exemple d'une pierre ou d'une plante. Ici, il faut noter qu'une plante, de même qu'une pierre, ont des éléments de réaction correspondant aux pensées et aux sentiments de l'homme. Certes, ils sont très différents, mais la pierre vit aussi sa propre vie. Il ne faut pas oublier que tous les êtres apportent leur contribution à la conscience collective. À chacun sa contribution particulière, mais l'essentiel est que cette contribution existe. Du point de vue de l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait appeler la pensée de la pierre et le sentiment de la pierre? La pensée de la pierre, c'est sa réaction au milieu environnant. Le sentiment est aussi la réaction au milieu environnant, mais d'un autre type. Par exemple, cela peut être une déformation. Quelque chose, tel un objet, est tombé sur la pierre ou bien l'eau a commencé à l'éroder. Les déformations apparaissent, petites au départ, mais elles sont là et on peut les considérer comme les sentiments de la pierre qui sont apparus à la suite de l'interaction. Alors, si l'homme regarde la pierre, la réaction de la pierre suit la ligne droite qui relie l'homme à la pierre et cette réaction va vers l'homme. Souvent, cette réaction constitue le sentiment et la pensée de la pierre en même temps. Ainsi, le sentiment et la pierre sont unis. La plante, quand elle regarde l'homme, unit également les sentiments et les pensées. Mais à la différence de la pierre, la réaction de la plante est perpendiculaire à la ligne qui la relie à l'homme. Si vous avez une plante à la maison, la perception de ses sentiments et de ses pensées vous permettra d'établir un contact avec elle et vous n'aurez jamais de problème d'arrosage. La plante vous dira s'il faut l'arroser ou non. L'examen des sentiments et des pensées d'une pierre peut paraître abstrait, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Si on prend la situation où les pensées et les sentiments de la pierre sont réunis, et si on comprend pourquoi cela se passe, on peut comprendre comment la pensée est organisée du point de vue du passage de la connaissance d'un objet à un autre. De plus, du fait que la généralisation des caractéristiques lorsqu'elles sont transférées à d'autres structures donne la loi des liens, par conséquent, on peut comprendre sur cette base toute la réalité et transférer des techniques de développement perpétuel à n'importe quel objet du monde. Imaginez que vous transférez vos sentiments et vos pensées à une pierre ou une plante. Alors, par un des indices, la plante et la pierre se retrouveront dans le même monde que l'homme. Ce sera possible alors d'apprendre tout sur elles, toutes leurs fonctions. On peut établir une analogie avec ma mathématique. Grâce à cette dernière, je peux obtenir des informations sur un objet, même s'il est inconnu, je peux connaître toutes ses fonctions. C'est une nouvelle mathématique. Ces opérateurs reflètent en eux la structure du monde. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de connaître toutes les caractéristiques de l'objet, y compris les destructrices. Ceci est particulièrement important quand on prévient des catastrophes en structurant sa conscience en fonction de la clairvoyance de contrôle. Dans ce domaine, la tâche de la clairvoyance est d'éviter d'apporter des données négatives et de former des événements positifs le plus efficacement possible. Il est aussi correct d'utiliser la clairvoyance de contrôle quand les données sur une catastrophe sont déjà enregistrées. J'ai déjà prévenu de cette façon plusieurs catastrophes globales.
Quand quelque chose de commun apparaît entre des structures, on peut toujours transformer une structure en une autre. Par conséquent, après un long entraînement, on peut apprendre à transformer la pensée en un sentiment et vice-versa. Autrement dit, transformer une réalité en une autre. À partir de son expérience personnelle, chacun sait que la pensée produit un certain sentiment et à contrario, le sentiment peut provoquer une pensée. En état de conscience ordinaire, l'homme confond souvent la pensée et le sentiment. Il peut prendre l'un pour l'autre. Un homme peut sincèrement croire qu'il aime quelqu'un, mais en réalité, il peut ne pas savoir, ne pas comprendre ce qu'est le véritable amour. Une telle confusion de pensée et de sentiments mène à des malentendus et parfois à de graves problèmes. Vous voyez que l'examen des pensées et des sentiments ouvre de nouvelles bases de réflexion. On peut se rappeler l'expression « connais-toi toi-même ». L'un des aspects de ce slogan est constitué justement par la question des pensées et des sentiments. Si on comprend cet aspect, on peut construire sa cognition. Maintenant, nous pouvons revenir aux principes examinés. Je parlais de l'importance de la résurrection pour le développement ultérieur et notamment pour le développement de la pensée des générations futures. Comme nous le savons, la résurrection est toujours un acte favorable. Au sens large, la résurrection mènera au changement de la conscience collective. Les enfants auront un autre intellect, une autre intelligence, d'autres connaissances. Leurs pensées et leurs sentiments, leur organisme dans son intégralité seront plus harmonieux. Ils pourront par la suite obtenir beaucoup plus facilement l'information et créer un chef-d'œuvre ou encore maîtriser les mathématiques supérieures, ce qui n'exigera pas d'efforts titanesques ou de surcharge de travail de leur part. Ces enfants seront différents. Dans un sens large, la résurrection mènera au changement global de la connaissance et pas seulement de la connaissance. Les générations futures devront puiser dans leurs propres pensées et esprits pour obtenir l'information, ainsi que les objets matériels. Par conséquent, le problème des ressources limitées sur la planète disparaîtra. En propageant mes nouvelles technologies, en réalisant la matérialisation d'objets, je démontre que c'est possible. Ainsi, la résurrection mènera au perfectionnement de l'intellect, de l'intelligence, des pensées et des sentiments de l'homme, à son amélioration globale et à l'établissement d'une plus grande harmonie de l'homme avec l'univers. Celui des vivants qui n'est jamais décédé pourra toujours ressusciter un parti plus rapidement et en variante plus nécessaire qu'un ressuscité. Principe 3.12. En examinant les principes 2.7 et 2.8, nous avons vu que sur le plan informationnel, le non-mort a des avantages importants par rapport au ressuscité. Si on s'adresse au fondement de la structure du monde, au niveau à partir duquel tout apparaît, on peut parler de l'organisation de la matrice du monde. Au plan informationnel, chaque homme a sa matrice informationnelle. Et comme le vrai statut de la vie est l'absence de la mort, c'est-à-dire la vie éternelle et le développement permanent, selon le vrai statut de la vie, le non-mort a une matrice complètement transparente, accessible dans toutes les formes de la conscience et de la matière. C'est pourquoi le non-mort a une plus grande vitesse de traitement de l'information. Et donc, il peut ressusciter en un temps plus court. Quant à la deuxième partie du principe qui dit que le non-mort peut ressusciter en variante plus nécessaire, qu'est-ce que cela veut dire? La variante semble être unique. Certes, la variante est unique pour le ressusciter parce qu'il est l'homme qu'il a été auparavant, c'est sûr. Quand je dis en variante plus nécessaire, j'ai en vue le plan d'organisation créatrice, c'est-à-dire le non-mort reconstitue le parti de telle façon que la priorité de la vie est en premier plan. Et donc la variante la plus nécessaire pour tous est réalisée. On peut rappeler qu'avec le temps, le ressuscité peut corriger ses défauts liés à la mort biologique. Il peut les compenser par son développement adéquat continu et d'après son statut, il ne sera nullement différent des non-morts. La pratique de la résurrection, de la reconstitution ne contredit aucune religion, aucune législation, ni aucune direction du plan créateur. Principe 3.13. Cette thèse est tout à fait évidente puisque, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la résurrection est toujours un événement favorable pour tout le monde et aujourd'hui, elle est une base fondamentale du salut global. La résurrection des humains permet de ressusciter et de reconstituer tout objet. Principe 3.14. Rappelons-nous le début du principe 1.1. Le vrai statut du monde est dans la vie éternelle. La vie éternelle assure la vraie stabilité du monde. L'aspiration au monde crée la vie éternelle. Comme le monde est éternel, chaque objet existera toujours. Ce fait est utilisé dans mon appareil technologique pour reconstituer des organes. L'idée de cette approche est la suivante. Le temps peut être vu comme un système d'écran parallèle.
Ainsi, l'objet existe derrière un des écrans. Du point de vue technologique, reconstituer l'objet signifie tout simplement aller derrière l'écran respectif. Dans un appareil réel, on construit une centaine d'écrans parallèles. Ils peuvent être très fins. À travers ces écrans, on envoie une impulsion de lumière portant l'information sur l'organe qui nous intéresse. Cette impulsion passe par l'écran nécessaire et en même temps par les structures où cet organe existait encore et qui étaient en bonne santé. Alors, l'impulsion porte l'information sur cet organe intact vers l'endroit voulu dans l'organisme de l'homme et l'organe se rétablit. Si on regarde le monde dans ce contexte, rien ne disparaît. C'est pourquoi on peut toujours prendre quelque chose et le placer dans un autre endroit, c'est-à-dire assurer une transposition. À mon avis, c'est la raison pour laquelle la base n'est pas l'espace-temps, mais la transposition. Si on prend l'espace-temps comme base, il faut calculer les coordonnées et c'est un travail superflu. Mais si on se base sur la transposition, il ne faut rien calculer. Il ne faut pas penser à l'endroit où se trouve notre objet. La transposition va nous indiquer cet endroit. Ainsi, on peut toujours au besoin aller dans le temps, prendre l'objet voulu et le transposer dans notre temps. J'y ai pensé à l'âge de 12 ans. J'ai découvert qu'en allant avec mon corps physique dans le passé, j'y étais présent également. Certes, par l'intermédiaire de la structure spirituelle, on peut sortir dans n'importe quel temps et n'importe quel point de l'espace. Mais ici, je parle du déplacement avec un corps physique. Si l'on veut, on peut se retrouver dans n'importe quel endroit de l'univers. Un autre aspect important, le principe 2.2 parle de l'interdépendance de la structure spirituelle et physique. C'est pourquoi l'expression bien connue « corps sain, esprit saint » peut être lue à l'inverse. Esprit saint, corps saint. Cette deuxième phrase semble être un reflet de la première. En fait, c'est un exemple de lecture par reflet. Les Grecs anciens lisaient beaucoup de textes par reflet, mais nos contemporains ne maîtrisent pas encore cette technique. L'expression « esprit saint, corps saint » montre que le corps est dans l'esprit, donc dans l'âme. Le corps fait partie de l'âme. Ci-dessus, j'ai exposé l'idée qui est à la base de l'appareil de reconstitution des organes perdus. Pourtant, des engins techniques ne sont qu'un moyen temporaire auxiliaire qui peut être utile tant qu'on n'a pas atteint le niveau nécessaire de développement spirituel. Quand ce niveau sera atteint, les moyens auxiliaires ne seront plus nécessaires. La force de l'esprit suffira pour ressusciter. Il devient alors évident que la résurrection signifie que l'âme, l'esprit, la conscience, tout ce qui appartient à la personne, reflète le monde existant de la façon la plus harmonieuse. En fait, le reflet complet constitue la création du monde. La résurrection personnifie cette vérité. C'est pourquoi la résurrection des gens donne vraiment la possibilité de reconstituer n'importe quel objet. Les objets d'un temps passé, même s'ils ont été brisés ou détruits, peuvent toujours être complètement reconstitués. La vraie compréhension de ces principes à elle seule donne la possibilité de reconstituer tout objet et cette reconstitution peut être instantanée. En tant qu'exemple, je peux citer des cas de ma pratique. Un jour, le tableau de bord d'un avion est tombé en panne et l'avion a commencé à piquer du nez. J'ai reconstitué le tableau de bord, la situation est revenue à la normale et l'avion a continué son vol. Ce fait a été confirmé par l'enregistrement des données dans la boîte noire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette lecture. Dites-moi comment vous avez trouvé la lecture, qu'avez-vous appris durant cette lecture, comment nous pouvons améliorer tous ensemble cette séance de lecture de ce livre de Grigory Grabovoy. J'attends vos commentaires ici, ok? Donc n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai personnellement. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler une dernière chose. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de la lecture de ce livre formidable. À très bientôt.